Donc, je vous propose de commencer maintenant. Bienvenue pour cette conférence du 4 octobre 2023, donc où on va parler essentiellement, on va mettre le focus en fait sur les entités en Feng Shui et en géobiologie. Alors, pour me présenter en fait brièvement, donc je suis harmonisatrice d'espace. Je suis installée depuis 2015 et ma spécificité en fait, c'est de travailler bien sûr sur les habitats ou les locaux professionnels, mais également travailler également pour les personnes. Ce métier en fait que j'exerce, il est vraiment là pour guider les personnes vers davantage de mieux-être, vers la création de la vie qui leur ressemble, en décodant les énergies et les informations donc des lieux d'habitation, avec des séances et des soins qui sont en fait toujours personnalisés. Voilà, donc ma plus grande source de bonheur, je dirais, hein, c'est vraiment le fait de vivre intensément chaque journée avec un métier qui est vraiment un métier passion et également un métier qui me permet d'avoir le privilège d'observer les transformations de mes clients, leurs résultats, des résultats bien concrets. Parfois c'est subtil, parfois c'est carrément fascinant. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant de voir comment les connexions se font, les reconnexions se font et comment, en fait, au final, il y a toujours des résultats. Voilà. J'ai ouais, cette passion, cette envie de décoder, en fait, de comprendre ce qui se joue entre la maison et la personne et vraiment de voir ces transformations opérer. Donc, comment je travaille? En fait, au quotidien, j'utilise la géobiologie, j'utilise le feng shui et j'utilise aussi la reconnexion. Voilà, donc avec la géobiologie, on va pouvoir pacifier les énergies subtiles, pardon, les énergies intangibles, celles que l'on ne voit pas, mais qui pourtant sont bien là. Et puis, on va s'occuper aussi de phénomènes comme l'électropollution, des phénomènes géologiques qui sont naturels, et on va s'occuper de mémoire des murs, d'entités et de bien d'autres choses en fait, hein. On peut observer des centaines et des centaines en fait d'items ou de paramètres différents. La reconnexion, elle va être utilisée pour que chacun, chacune puisse accéder au vrai en lui-même et cheminer en fait dans la fluidité sur sa voie du milieu. Et avec le feng shui, qui va être une observation plutôt de ce qui est visuel, donc observation des espaces, observation de l'environnement, et bien en fait, on va pouvoir, au travers de préconisations avec des objets, avec des couleurs, par rapport à l'agencement du lieu, on va pouvoir en fait avancer vers la création de son futur, hein. C'est vraiment ça l'objectif du feng shui, c'est modifier le futur. Parce que sur la partie géobiologie, comme on va le voir, on est plus sur le passé. Donc moi, j'ai une capacité à lire les maisons qui est relativement ancienne. En fait, je pense qu'elle a toujours été là, que j'ai découverte bien plus tard. Mais ça a commencé en fait par plus de 20 déménagements avant l'âge de 20 ans. Donc au départ, une capacité à bouger les choses, à essayer de faire mon nid en fait dans chacun de ces nouveaux espaces, hein. Et puis finalement à comprendre en fait les messages que les maisons proposaient. Donc c'est un peu une mission d'âme, un chemin de vie, je dirais. Si je regarde en arrière, en fait, toute ma vie m'a conduit vers cette activité, mais j'en ai pris conscience relativement tard. Donc aujourd'hui, en fait, on va faire un rappel assez rapide, en fait, sur ce que sont le feng shui, la géobiologie, et on va parler aussi de reconnexion. Et puis, je vais commencer, en fait, ensuite par vous présenter les 5 piliers d'un feng shui réussi, et on va mettre vraiment notre focus, en fait, sur les entités. Donc, je reviens pas trop sur mon expérience, en fait, même si
voilà, elle est quand même intéressante puisque en 8, je dirais en 10 ans, maintenant, j'ai moi complètement changé de vie, c'est-à-dire en fait changé de lieu. Je suis passée d'une toute petite maison de à peine 70 mètres carrés à une belle et grande maison. J'ai changé complètement de métier et puis j'ai une vie en fait qui est super sympa. Mais je vais pas m'étendre en fait sur cette expérience-là. Ce que je ferai, c'est que je vous fournirai en fait le replay d'une vidéo, de la première de cette série de vidéos que j'ai faites, dans lequel en fait j'explique un petit peu mon parcours. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est pas parce qu'au départ on a un feng shui qui est mauvais entre guillemets, hein, chez soi que qu'on ne peut rien faire et que tout va aller mal dans nos vies. Hein, c'est pas du tout comme ça qu'il faut voir le feng shui. En fait, le feng shui va nous pointer du doigt un certain nombre de dysfonctionnements pour nous proposer en fait d'évoluer dans nos vies. Et, bien que parfois le feng shui donc soit pas du tout adapté, par exemple, aux personnes, c'est ce qui était le cas chez nous, hein, on était tous du groupe Ouest et on avait une maison en fait qui était faite pour les personnes du groupe Est. Et bien malgré ça, on a pu vraiment changer beaucoup de choses dans nos vies et donc en fait il n'y a rien qui, comment on va dire, j'ai pas le mot tout de suite, mais en tout cas, il y a jamais en fait de fatalité. Il y a toujours une raison pour laquelle on a choisi cette maison, pour laquelle notre maison nous a choisis. C'est plus dans ce sens-là que ça marche. En fait, notre maison nous choisit ou la vie choisit pour nous cette maison qui va toujours être un tremplin d'évolution. Déjà, il faut comprendre que quand on est dans une maison qui est basse en vibration, on va avoir en fait une vie qui est en dents de scie, comme c'est illustré sur ce schéma. C'est-à-dire qu'on va avoir des montées d'évolution, des moments où on va bien, où on se sent en forme, on avance, etc. Et puis hop, d'un seul coup, des chutes. Parfois des stagnations et puis on va continuer à monter et puis on va s'arrêter, on retomber, remonter, etc. C'est comme ça, c'est en fait une vie qui peut être une vie assez difficile et lorsque l'on va avoir une maison harmonisée, ben, en fait notre évolution, donc de toute façon il y a toujours évolution, hein, quelle que soit la situation, mais notre évolution en fait elle va se faire beaucoup plus en douceur, beaucoup plus facilement. Et puis moi j'irais jusqu'à dire que je pense que quand on est dans un lieu harmonisé, ben, en fait on va même évoluer davantage que si on est dans un lieu bas en vibration. Comment il faut faire en fait pour que le feng shui fonctionne? D'abord, il faut avoir conscience de notre multidimensionnalité. C'est-à-dire que nous sommes à la fois des êtres physiques, nous sommes à la fois des êtres vibratoires ou énergétiques, et nous sommes à la fois en connexion avec le plan divin ou, comme je l'appelle moi, fondamental ou informationnel. Donc on est vraiment tout ça en même temps et tout le temps. Et ça, en fait, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. On est donc physique, bon ça, je pense que personne n'a de peine à voir de quoi il s'agit, hein. C'est nous dans la matière, dans la vie physique, avec nos 5 sens et tout ce que l'on perçoit. Le monde vibratoire, en fait, c'est ce monde dans lequel, ce plan, on pourrait dire, dans lequel finalement le vide qui nous entoure n'est pas du vide, mais qu'il est constitué de vibrations de toutes les qualités possibles et imaginables. Donc dans ce monde vibratoire, eh ben, on va avoir par exemple nos émotions, on va avoir nos pensées, mais nos pensées qui ne sont pas du tout seulement dans notre cerveau, mais en fait qui vont alimenter ce monde vibratoire. Et puis du coup, on va être en contact aussi avec les pensées des autres. Et puis, en fait, dans le monde vibratoire, finalement, il y a tout ce que l'on peut imaginer. Parce que dès lors qu'on a imaginé quelque chose, eh bien, en fait, cette chose va prendre d'abord réalité dans le monde vibratoire. Donc là, ça fait prendre un petit peu conscience de tout ce qu'on peut
avoir à l'esprit, hein, qui va alimenter ce monde vibratoire, et puis de tout ce que l'on peut imaginer comme vrai ou comme possible ou comme choses qui font peur, etc. Vraiment ce qui constitue en fait ce monde vibratoire, c'est comme une gigantesque bibliothèque ou une gigantesque toile d'araignée dans laquelle en fait on trouve absolument tout ce qui émane des mondes minéral, végétal, animal et humain. Donc bon, nous on va se concentrer davantage sur l'humain bien sûr, mais pour prendre par exemple l'exemple du monde végétal, et ben en fait, un arbre qui va être coupé et puis qui n'a pas été, on va dire, prévenu de ce qui allait se passer pour lui, et puis qui a été coupé pour les mauvaises raisons, etc., va envoyer une forme de vibration, de souffrance qui va s'installer en fait dans ce monde vibratoire. Pareil pour un chat ou un chien qui est bien traité par ses maîtres, et bien en fait, il va envoyer des informations positives qui peuvent nous revenir à un moment ou à un autre. Et la souffrance animale, par exemple, elle est inscrite quelque part aussi dans ce vide qui n'est pas du vide. Donc c'est ce monde énergétique, en fait, il faut vraiment en avoir conscience et avoir conscience aussi que on l'alimente sans cesse et que aussi on est impacté par lui. Nos pensées, je vous disais tout à l'heure, sont pas dans notre tête, en fait, hein, elles vont bien au-delà. Elles peuvent être inspirantes et du coup inspirantes pour les autres, ou elles peuvent être négatives et du coup négatives pour les autres, et vice-versa. On peut nous capter des pensées qui sont pas les nôtres et qui vont nous faire vibrer bas, si nous-mêmes on va pas bien, par exemple. Vraiment très important de savoir en fait qu'on est des antennes à la fois émettrice et à la fois réceptrice. Et tout le monde est comme ça, qu'il en ait conscience ou non. Et le troisième plan, en fait, c'est le plan fondamental, donc qu'on pourrait appeler le plan divin, on pourrait dire Dieu, on pourrait dire le Créateur, la source, etc. Et là, contrairement aux deux autres plans, en fait, c'est un plan qui est sans dualité. On pourrait dire que c'est la conscience pure ou la lumière pure. Et on y est connecté depuis toujours et pour toujours, et on y a accès, et c'est vraiment là, en fait, qu'on peut trouver la bonne information. Voilà, donc c'est très important de comprendre la différence, en fait, entre travailler au niveau vibratoire ou énergétique et travailler au niveau fondamental. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que on est non pas dans un temps linéaire comme celui qu'on se représente dans notre monde physique, mais on est en fait dans un temps qui est un temps où passé, présent et futur, en fait, se passent exactement en même temps. Donc c'est pour ça en fait que toutes les philosophies insistent sur l'importance du moment présent, parce qu'en fait, dans ce moment présent, on est à la fois connecté à une version de nous-mêmes qui est beaucoup plus évoluée dans le futur, dans 1 an, dans 5 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Donc on a ces connexions en fait avec une partie plus lumineuse de nous-mêmes qu'on pourrait appeler le double quantique. Cette partie de nous-mêmes en fait est en mesure de nous aider, nous, petites personnes de 2023, à avancer dans notre vie aujourd'hui. Et nous, avec notre niveau d'évolution d'aujourd'hui, quel qu'il soit en fait, on a cette capacité à se réparer nous-mêmes, nos traumas, nos blessures, etc. Et puis on a aussi une capacité à réparer le karmique, si on y croit, c'est pas si important que ça, ou à réparer aussi tout ce qui est de l'ordre du transgénérationnel. Donc là aussi, c'est super important de comprendre ça. Et encore une fois, tout ça, eh bien, en fait, c'est vraiment dans notre vibration du moment présent qu'on va pouvoir construire notre futur et réparer notre passé. Et la géobiologie et le feng shui, ben, en fait, sont également exactement là pour ça. Donc, un autre point aussi important à comprendre, c'est que au fur et à mesure que l'on avance, que l'on vibre, que l'on vit, en fait, on est en train de créer notre futur. Et c'est comme si on créait en fait
plusieurs potentiels futurs, c'est-à-dire que si on va très bien, ben, on crée un futur heureux. Si on est un peu moins dans notre juste vibration, ben, ça va être un petit peu moins heureux. Mais encore une fois, on a toujours cette capacité à revenir au moment présent pour réorienter notre futur sur une de nos lignes de temps. Voilà. Donc, quand on va pas bien, par exemple, quelqu'un qui fait une dépression pendant plusieurs mois, 3 mois, admettons, il va pas créer 3 mois de malheur pour la suite, hein. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que dès lors que la personne se réaligne, se réajuste à qui elle est, à elle-même, eh bien, en fait, elle va repartir sur une ligne de temps du futur qui va être, bah, beaucoup plus juste et la bonne, le bon futur lumineux, pour elle. Donc c'est assez, facile d'une certaine façon, il suffit de vibrer haut, beau, bon, bien, juste pour soi, pour se créer un bon futur. Donc c'est facile, mais c'est pas si facile que ça, et c'est ce qu'on va voir un petit peu ce soir justement avec ce sujet, sur les entités. Donc tout ça pour dire en fait qu'avec, la géobiologie, le feng shui, la reconnexion, on travaille vraiment donc, le passé avec la géobiologie, la reconnexion, tous les jours un peu plus parce que bien sûr, j'imagine que si vous êtes là ce soir, vous m'avez pas attendu pour être connecté à qui vous êtes, mais en fait ce travail-là ou c'est pas un travail, hein, cette évolution-là, elle s'arrête jamais. Et puis avec le feng shui, on va pouvoir, bah, du coup, accéder aux informations du futur ou guider, diriger les informations du futur pour créer notre, futur. Donc, juste pour répondre, à la question, le feng shui, est-ce que ça marche? Donc très clairement, oui, ça marche, mais il faut vraiment avoir conscience, en fait, de tous ces paramètres. Et puis, il y a aussi un point qui est super important, c'est que, en feng shui, en fait, en Occident, on a complètement, squeezé, annulé, en fait, la partie ou pratiquement complètement, la partie, intangible, invisible des choses que nous, en Occident, on appelle la géobiologie. Or, on ne peut pas obtenir des résultats en feng shui, des résultats, concrets, tangibles, si, on part d'une vibration qui est, beaucoup trop basse et si on part en fait d'une maison, plombée. Voilà. Donc ce qu'on peut attendre en fait, du feng shui, pris, comme je vous le présente, c'est-à-dire vraiment au sens large, dans son ensemble, incluant donc, ce travail, sur la géobio, sur l'invisible, ce travail sur nous-mêmes et ce travail sur notre maison, avec, des différents éléments pour symboliser en fait le futur que l'on souhaite se construire, eh ben, on peut vraiment, arriver à vivre exactement la vie qui nous ressemble. On peut bien sûr, améliorer, son espace de vie, en lui-même. On peut, se lever chaque matin dans un endroit en fait qui nous plaît, dans lequel on est heureux, et vraiment être, heureux de cette journée qu'on va vivre. On peut être, inspirant et aider les autres, ben, à se positionner, eux-mêmes correctement dans leur vie et tout ça sans être un sauveur, super important aussi. On peut améliorer ses relations, on peut améliorer, sa relation, à l'argent, à la liberté financière, à l'abondance. On peut, pour, certaines personnes, sortir de la solitude et on peut même, améliorer sa santé. Donc vraiment tout est possible, mais à condition en fait finalement que ce soit fait à partir du vrai en nous, à partir de notre sagesse, à partir de notre âme, à partir en fait de notre bonne vibration. Si on occulte en fait la partie invisible, la partie géobiologie, heu, en fait, on n'aura pas de résultat en feng shui. Ça, c'est certain, enfin bon, parce que je l'ai vu plein de fois, je suis intervenue, plusieurs fois pour des personnes, qui avaient fait des formations en feng shui et qui n'y arrivaient pas en fait, hein, qui arrivaient pas du tout à obtenir des résultats. Il n'y a pas de résultat là où le lieu est trop bas en énergie
et surtout s'il est plombé, en fait, et ben en fait, ça va amener de la confusion. Du coup, on va pas pouvoir établir la bonne carte énergétique, et du coup, en fait, ce qu'on va mettre en place va pas être suffisant. Et comme le lieu nous fait baisser en vibration, nous, en tout cas, nous aide pas à être haut en vibration, et bien en fait, ça va être vraiment compliqué. Voilà. Donc, si vous voulez savoir en fait si le Feng Shui est fait pour vous, vous pouvez faire un petit exercice en dehors de cette soirée, de cette vidéo. Mais en fait, prenez les différents plans de votre vie, observez-les et notez-les sur 10. Comment ça va pour vous au niveau des relations, au niveau de votre profession, au niveau de votre santé, au niveau de votre vie de couple, au niveau de vos finances, au niveau de la place que vous occupez dans le monde, en fait, la contribution que vous apportez au monde, au niveau de votre liberté, à quel point vous vous sentez libre, au niveau de votre créativité, au niveau de votre clairvoyance, votre intuition. Observez les différents plans de votre vie, donnez-leur une note sur 10, donnez à chacun une note sur 10, et puis voyez un petit peu s'il y a des points qui sont, disons, en dessous de 8 ou 7. Voilà. Et si oui, s'il y a des points sur lesquels vous avez envie d'avancer, d'évoluer, même s'il y en a plusieurs, eh bien oui, le Feng Shui peut marcher pour vous. Alors, les 5 piliers d'un Feng Shui réussi. Donc, pour résumer un petit peu ce qu'on vient de dire, donc déjà, premier point, il faut vouloir en fait et savoir que l'on peut changer et que l'on peut agir. Il faut être en fait dans cette confiance. Oui, il existe des solutions et oui, on peut décider, on peut choisir sa vie, on peut avoir des préférences quant à sa vie. Ça, c'est la première chose. Et puis, du coup, ça va avec aussi le fait que c'est intéressant de pouvoir faire évaluer son lieu pour savoir comment il vibre. Parce que, par exemple, dans un lieu qui est très bas en vibration, qui est occupé par une personne qui, elle, globalement, va bien, mais en fait, la personne ne va pas avoir forcément des ressentis très forts. Pourquoi? Parce qu'elle est capable de maintenir son énergie à flot, je dirais, à niveau, et puis parce qu'elle a des activités à l'extérieur, par exemple, qui font qu'elle va être capable de se ressourcer régulièrement, donc de pas trop ressentir en fait que le lieu est bas en vibration. Mais en fait, si un jour cette personne a un pépin, a quelque chose d'un peu ennuyeux qui lui arrive dans la vie, et ben par contre là, elle va avoir vraiment du mal à remonter la pente parce qu'elle aura baissé en vibration et que son lieu ne l'aide pas, n'est pas reposant, n'est pas ressourçant, n'est pas revitalisant. Voilà, donc vouloir savoir, c'est aussi avoir conscience donc des réalités que je vous ai décrites tout à l'heure. Donc c'est très simplifié, hein, ma façon d'expliquer, mais c'est aussi pour que ce soit applicable en fait au quotidien. Et tout ça aussi, ce monde physique, ce monde énergétique et ce plan fondamental, il faut être capable de les comprendre d'un point de vue de l'intellect en fait, hein, comme je suis en train de vous l'expliquer, mais aussi être capable de les ressentir, de les vivre en fait, de les expérimenter, ces 3 mondes. Alors le monde physique, hein, j'ai aucun doute sur le fait que vous savez l'expérimenter. Voilà, vouloir et savoir aussi, c'est aussi ne pas être dans le déni, bien regarder les choses en face en fait. Et puis c'est être prêt, vouloir, c'est être prêt à s'engager, prêt à évoluer autrement vers quelque chose qui est beau, bon, bien, juste pour soi et pour tous, hein. Il y a toujours cette notion-là aussi. Tout ce qu'on fait, en fait, on le fait pour nous-mêmes. On le fait quand on vibre haut, en fait, on va le faire pour notre entourage. Mais ça va bien au-delà de ça, c'est-à-dire qu'en fait, notre vibration, quand on la transmet, eh bien, elle a d'autres, comment dire, d'autres capacités que ça, hein. On va pouvoir aider bien d'autres personnes, à la limite même sans le savoir. Mais je ne veux pas rentrer trop dans ce détail-là maintenant, mais voilà, il faut savoir ça. Cette vibration, elle est partagée en fait avec tous. Le deuxième pilier du Feng Shui,
c'est donc cette fameuse vibration à entretenir au quotidien, donc aussi bien dans notre monde physique que dans notre monde ou sur le plan énergétique. La partie, on va dire, fondamentale, eh ben, de toute façon, elle est toujours présente. Après, c'est en étant, bien physiquement et bien énergétiquement qu'on va pouvoir y accéder, de plus en plus, facilement finalement, hein. Donc, pour que cette vibration soit correcte, soit de plus en plus, expansée, évolutive, eh bien, on a ce besoin de travailler en fait en géobio pour, travailler, en réajustant nos énergies, dans notre lieu de vie en fait. On réajuste, également nos mémoires cellulaires, le transgénérationnel, le karmique, et le traumatique aussi, hein. C'est ça en fait, avoir une vibration haute. Donc la reconnexion, donc comme je disais tout à l'heure, hein, j'imagine que vous m'avez pas attendu pour être dans cette, connexion, reconnexion déjà, à la terre et au ciel, un jour, après l'autre. Mais en fait, ça se travaille, ça se retravaille, ça se retravaille encore. Il faut toujours en fait être dans cette idée de reprendre notre pleine et entière responsabilité dans tous les cas de figure. Il y a des fois où c'est pas facile, hein, ça je vous l'accorde. En fait, c'est l'idée un petit peu de se reconnecter pour vraiment être créateur, co-créateur en fait, bah, de notre vie et du monde dans lequel on vit. Éviter de croire que c'est de la chance ou du hasard, hein, mais plutôt essayer de construire en fait ses propres résultats, en sachant qu'on est, vraiment au clair avec la connexion qu'on a, au quotidien. Voilà, et la vie en fait, elle est là, et elle nous montre donc au travers de nos habitations, mais elle nous montre tout le temps en fait comment, garder cette connexion. Elle est tout le temps en train de nous proposer ça en réalité. Le 4e pilier, donc ça va être, bah, justement pour maintenir cette vibration haute, pour maintenir, cette, connexion, reconnexion, sans cesse, ça va être d'être capable d'ajuster ses pensées, de se libérer au fur et à mesure que les choses arrivent. Parce qu'on a beaucoup travailler sur soi, on est toujours au contact des énergies, bah, par exemple, collectives. C'est un exemple, hein, mais ça peut être les énergies, des gens, quand on va au supermarché, ça peut être les énergies, des collègues de bureau. Enfin voilà, il y a les énergies, elles passent comme ça sans cesse et bah, dès qu'il y a une toute petite faille en nous, un coup de fatigue par exemple, qui va nous faire entre guillemets «baisser en vibration», parce que pour moi on baisse jamais vraiment en vibration, mais après ça dépend de quelle vibration, on parle, et ben en fait, si on est un petit peu plus, ouais, bas en vibration, on va le dire comme ça, et bien en fait, on peut se laisser interférer par, alors moi j'appelle ça des parasitages en fait. Les entités en font partie, on va le voir, tout à l'heure, mais on a vraiment en fait, beaucoup plus d'accès que ce que l'on croit en réalité. Donc ajuster ses pensées et se libérer, émotionnellement, en fait, ça tient en 5 mots. Être capable d'accueillir ce qui arrive, donc quand c'est quelque chose de joyeux, on n'a pas besoin d'y passer trop de temps, on peut prendre un petit peu de temps pour la gratitude, mais on n'a pas besoin d'analyser les choses en tout cas. Mais quand on a quelque chose qui nous arrive qui est inconfortable, voire parfois, douloureux ou très inconfortable, hein, je minimise rien dans tout ça. Donc être capable de le regarder en face et de dire en fait: «Bah tiens, là, il y a un truc qui va pas. Là, il y a un inconfort», et pas le mettre, sous le tapis, pas être dans le déni. Parce qu'en fait, de toute façon, à un moment donné, il faudra qu'on le libère, qu'on le règle. Donc accueillir, premier point. Observer, ça va être en fait, d'être capable de mettre des mots dessus. Quelles émotions ça fait émerger chez moi? Quelles sont les phrases, parasites répétitives qui reviennent, tout le temps par rapport à ce type d'inconfort-là? Qu'est-ce que je ressens, au niveau du corps? Le corps nous dit tout le temps, hein. Au travers de notre corps, c'est notre âme finalement qui nous parle. Au travers des inconforts aussi, hein, c'est notre âme qui nous dit, «Eh oh, tu y es pas là, reviens». Donc on accueille, on observe,
on reconnaît qu'on a cette connexion permanente en fait à notre sagesse, à qui on est véritablement. On reconnaît qu'on a toute la responsabilité par rapport à ce qui est en train de se passer. On reconnaît que tout est possible et qu'on peut changer les choses très rapidement. Et puis ensuite, on libère. On libère quoi? Ben, on libère tout ce qu'on a pu observer. En gros, c'est libérer de ça parce que j'en veux plus, ça, j'en veux plus. Ce type de relation, j'en veux plus. Ce type d'événement, d'inconfort, j'en veux plus. C'est vraiment ça. Hein. Alors, je vous l'exprime en fait de cette façon, mais au début, ça demande un petit peu plus de temps que ça, mais c'est quand même ça. On envoie en fait un message à la vie, au ciel, à l'esprit, on pourrait dire, pour dire non, mais là, c'est bon, ça suffit. Mais pour pouvoir faire ça, il faut être passé par l'accueil, par l'observation, par la connexion, l'alignement à qui l'on est. Donc cet alignement, il se fait très vite hein, entre la terre et le ciel. Et puis, on ne va pas oublier la 5e étape, c'est de préférer. On préfère une autre situation. Préfère, ça veut dire commencer à faire. Dès lors qu'on a décidé, choisi, on préfère, on a commencé à avancer. Et là, on va voir en fait des résultats en fait hein, dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'on est capable d'observer de nous à nous en fait les ombres, on peut les appeler comme ça, hein, les inconforts, les ombres, et on fait de la place et on laisse advenir des choses beaucoup plus agréables dans nos vies. Et enfin, moi, je suis quelqu'un qui part de très loin. Et j'avais vraiment une vision de la vie qui était, je m'en rendais pas compte à l'époque, mais qui était pessimiste, quoi. Pour moi, la vie, c'était dur et puis c'était comme ça. J'ai commencé par me rendre compte qu'on pouvait changer des choses et puis voilà, il y a tout un cheminement qui est assez long, mais c'est pour vous dire que, bah voilà, tout est possible en fait. Vraiment, tout est possible. Et même si on a quelque chose, comment on va dire, un transgénérationnel qui est très handicapant, très fort, très lourd. Vraiment, même si on a des événements très traumatiques, on peut tout traiter, régler de nous à nous. Ça prend un petit peu de temps, mais franchement, ça vaut le coup de le faire. Et le 5e pilier, je vous en ai déjà un petit peu parlé, donc c'est vraiment le feng shui. Là, on peut commencer à créer son futur, qu'on a déjà commencé à créer avec la 5e étape de l'ajustement et de la libération émotionnelle en préférant. Là, on va mettre des actions concrètes en fait dans nos maisons pour construire un futur qui est un futur lumineux. Voilà pour les 5 piliers d'un feng shui réussi. Alors, avant d'aller plus loin et avant de passer au focus, donc focus sur les entités, vous pouvez bénéficier en fait d'un rendez-vous découverte et d'une évaluation de votre espace, donc qui est gratuite en fait. Hein, c'est une prestation qui coûte 55 € normalement, et pour voir en fait comment est la vibration chez vous. Est-ce que il y a quelque chose à faire? Alors je vous le cache pas, il y a toujours quelque chose à faire. Après, on n'est pas obligé de le faire, bien sûr, mais de toute façon, il y a toujours un palier que l'on peut passer. Voilà. On continue, donc on passe sur notre sujet. Le sujet de ce soir, donc, c'est les entités. Alors, une question que vous pouvez peut-être vous poser, en fait, c'est pourquoi aujourd'hui vous n'avez pas la vie qui vous convient malgré vos efforts, malgré le travail sur vous. Est-ce que ça vient des entités? Vous êtes peut-être déjà posé la question. Et donc, on va voir ça tout de suite. Alors, on va changer d'image, parce qu'on ne va pas rester sur une image sombre, hein, c'est une façon de représenter les entités, mais on va mettre une image lumineuse pour la suite. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit en fait que c'était assez facile, il suffit de vibrer haut à partir du vrai en soi pour construire la vie qui nous ressemble, donc une vie qui est fluide, une vie qui est heureuse.
Mais en réalité, c'est pas si facile que ça, si, et ben, s'il y a des entités dans notre entourage. Ça peut même être très, très compliqué. Mais en même temps, à aucun moment, ce que je veux vous proposer dans cette vidéo, dans cette conférence, c'est, la peur, hein. C'est pas du tout ma façon de fonctionner, parce que finalement, avoir des entités, chez soi, c'est pas si grave que ça. C'est pas forcément lié à quelque chose que vous avez mal fait. Encore que si vous vous amusez, avec, des outils comme le Ouija, si vous faites tourner des guéridons, parfois si vous faites de l'écriture automatique, pas connectée au bon endroit, ou pareil si vous jouez avec le tarot ou des oracles, sans avoir la vraie bonne connexion, eh bien ça peut être, vous qui avez engendré en fait ce phénomène d'entité. Mais en même temps, c'est de toute façon encore une fois une proposition d'évolution en fait, bah, pour dans le futur, ne plus vous laisser parasiter en fait par les entités. Et puis sinon ça peut aussi être complètement, pas directement lié à vous pour évoluer, mais ça peut être karmique, ou ça peut être un autre point qu'on abordera aussi, ça peut être aussi parce que vous-même, vous avez une mission, de passeur d'âme. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que oui, ça existe et non, c'est pas grave, il y a rien qui va vous sauter dessus, qui va vous prendre à la gorge et cetera et cetera, hein. C'est pas les entités, c'est pas ce qu'on voit dans les films. Mais néanmoins, c'est toujours inconfortable. Pourquoi? Parce qu'en fait, les entités, elles ont besoin de se manifester et pour se manifester, ben, en fait, elles vont se faire connaître d'une façon ou d'une autre aux humains, aux vivants ou aux animaux d'ailleurs, hein, c'est pareil. Et du coup, ça peut devenir très inconfortable. Donc, avant d'aller plus loin, on va peut-être déjà définir, ce qu'est le mot entité. Parce que vous allez voir qu'on peut mettre, vraiment beaucoup de choses, derrière ce mot. Bon, déjà, c'est un mot qu'on peut utiliser, en termes juridiques, c'est un mot qu'on peut utiliser en termes informatiques, dans la programmation, en termes linguistiques, en termes de finance et comptabilité. Donc tout ça, on oublie, hein, c'est pas de ça que je vais vous parler, ce soir. Là, on va en fait parler des entités, mais au sens, métaphysique du terme, au sens, paranormal, ésotérique, occulte, hein, caché ou, c'est caché d'ailleurs, hein, ou encore au sens, spirituel. D'ailleurs, pour revenir sur le mot, ésotérique, en fait, ce mot-là qui est, un mot qui est parfois, connoté négativement, en fait, c'est un mot qui veut juste dire, qui est réservé aux initiés. C'est ça que ça veut dire ésotérique, hein. Donc c'est pas à la portée de tout le monde, c'est à la portée des personnes qui ont commencé à, bah, à chercher, certaines vérités, on va dire. Voilà, l'occulte, c'est ce qui est caché. Donc, une entité, en fait, c'est quelque chose, entre guillemets, qui a une réalité ou une, existence, pardon, distincte et indépendance, et donc qui peut être physique ou non, hein. Je suis une entité, à part entière, vous êtes une entité à part entière. Mais l'entité, ça peut aussi englober des concepts, tout à fait, abstraits, donc des entités spirituelles et d'autres formes d'existence. Donc on peut mettre plein de choses derrière ce mot-là, hein. Donc c'est donc une forme, d'existence, mais qui n'est pas vraiment, tangible ou visible, ou c'est aussi, hein, une forme d'existence qui n'est pas, nécessairement tangible ou visible. Donc on peut mettre derrière ce mot d'entité, les esprits, les anges, les démons, les divinités, des êtres spirituels ou beaucoup moins spirituels, enfin voilà, on peut vraiment, mettre plein de choses derrière. En tout cas, c'est une force ou une présence qui va, ou une manifestation en fait qui va échapper aux explications, conventionnelles. Donc, ça va inclure, par exemple des phénomènes comme les fantômes, les poltergeists, ça va inclure aussi, les ovnis, les extraterrestres par exemple. Ça va inclure aussi les créatures, mythiques et
toutes sortes en fait de manifestations qui seraient considérées comme inhabituelles, inexplicables, selon la science telle qu'on la connaît. Donc, je vous donnerai d'autres exemples d'entités tout à l'heure, mais là, je voulais faire aussi une petite parenthèse, en fait, sur ce que j'entends, moi, par le métier enfin, le métier, c'est pas un métier, c'est une partie de mon activité ou de mon rôle, mais sur la fonction, on va dire plutôt, de passeur d'âme. Qu'est-ce que ça signifie, en fait, pour moi? Bon, déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, on ne peut pas faire de la géobiologie et du feng shui si on ne sait pas, si on n'a pas ce rôle de passeur d'âme, si on ne sait pas s'occuper en fait, des entités dites sombres. Ça, c'est complètement indispensable dans nos métiers, y compris le feng shui, c'est vraiment indispensable. Et en outre le côté en fait occulte de cette fonction de passeur d'âme, c'est d'ailleurs vous avez de la chance parce que c'est un sujet sur lequel je m'étends assez peu en général, hein. C'est même la première fois que je fais une conférence là-dessus et une vidéo là-dessus. Mais donc au-delà donc de ce côté, un peu occulte, donc sur lequel je m'étends rarement, et bien en fait, moi je considère mon rôle de passeur d'âme, aussi indispensable en fait, sur la terre que dans le monde énergétique. C'est-à-dire l'idée, de passer les âmes, c'est aussi, aider les âmes à évoluer en fait. Donc en fait, dans la matière, dans cette vie-là, dans le monde physique en fait, aider, mes clients, hein, à accéder à davantage de conscience, davantage de lumière, mais tout ça, ça passe aussi, par la connaissance de l'ombre, hein. Les ombres, là et les ombres, en nous-mêmes. Voilà, c'est vraiment aider l'autre, en fait, à accéder à son âme, au vrai en lui et à sa sagesse. Et donc du coup, la reconnexion, elle fait partie, intégrante, de ce passage d'âme. Pour vous donner un exemple, donc pour moi, un géobiologue, comment je vais dire, un énergéticien harmonisateur d'espace, ou une harmonisatrice d'espace, doit être capable en fait de faire passer n'importe quel type d'entité, vraiment, n'importe quel type d'entité, même les plus, entre guillemets, violentes, puissantes, hein. Et en même temps, ce rôle-là, en fait, ce rôle de passeur d'âme, il doit pas être, un rôle de prise de pouvoir. Ça, c'est super important parce que j'ai rencontré, ce samedi, j'ai fait un stage super intéressant et j'ai rencontré une dame, en fait, qui m'expliquait qu'elle a des entités régulièrement chez elle et que, régulièrement, elle fait appel à, presque son géobiologue. Et ça, pour moi, c'est absolument pas juste. Normalement, un travail qui est correctement fait en géobiologie, il est, durable, même si on peut avoir envie de le refaire, au bout de quelques années, mais il est durable et on n'a pas, à y revenir et à repayer une prestation, tous les mois ou même tous les 3 mois, quoi. C'est pas juste du tout et en plus, ça peut vouloir dire aussi que la personne en question qui accueille régulièrement ces entités, elle a un rôle, pour le coup, de passeur d'âme et en fait, plutôt que de lui, proposer, des prestations, tous les 3 mois et en fait, ce qu'il faut faire, c'est lui apprendre, elle-même à s'occuper de ces entités parce que c'est à la portée de tout le monde. On est tous un petit peu passeurs d'âme, quelque part. Après, on n'est pas tous faits pour faire ça, hein, bien sûr. Mais voilà, donc tout ça pour dire que si, les entités reviennent dans la maison au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, donc ça peut vouloir dire que le travail n'a pas été fait correctement, c'est possible aussi, hein. Donc que le thérapeute ou le géobiologue veut garder une forme de pouvoir sur son client, donc ça, c'est absolument pas juste. Heu et heu et voilà, en fait, ou alors que la personne elle-même donc est passeuse d'âme et doit apprendre à le faire à sa façon à elle, parce que ça ne veut pas dire qu'elle doit s'installer, comme géobiologue ou comme passeur d'âme, hein. C'est pas du tout ça, hein, faire passer les âmes. Voilà.
Et donc, de mon côté, j'accompagne régulièrement des personnes à assumer en fait ce rôle de passeur d'âme, parce que en fait, souvent, ce sont des personnes qui sont sensibles, très sensibles, voire hypersensibles, très empathes, et qui ont besoin justement d'apprendre à rééquilibrer cette empathie extrême, qui peut être vraiment un handicap, qui ont besoin en fait d'être capable d'aider les autres, mais sans se positionner en sauveur ou en persécuteur, parce que le géologue qui revient faire une prestation tous les 3 mois, c'est plus de l'ordre du sauveur persécuteur, je dirais. Donc aider ces personnes à avoir conscience de la lumière, de leur propre lumière, et trouver en fait la lumière justement pour occuper cette fonction, pas forcément un métier. Et puis leur apprendre aussi à savoir dire non dans certains cas, à savoir se respecter, s'affirmer, reprendre son pouvoir, toujours pouvoir, autonomie, responsabilité, et à mobiliser aussi la bonne énergie. Oui, un autre point aussi qui est fondamental, que j'ai pas noté, mais c'est que en fait, quand on fait ce travail-là, ou quand on occupe cette fonction-là, on va dire, faire passer les âmes, en fait, c'est quelque chose qui ne doit absolument pas fatiguer. Si on est fatigué quand on a fait ça, c'est qu'on travaille pas au bon niveau. Voilà, ça je vous le dis clairement, ce n'est pas quelque chose de fatigant. Et d'ailleurs, je forme aussi régulièrement des thérapeutes, voilà, par rapport à ça. Donc, on a tous ces capacités, plus ou moins fortes, et encore une fois, on n'est pas tous faits pour en faire un métier. Mais on a tous ces capacités, et puis parfois on va le faire même sans le savoir, hein. En tout cas, un bon passeur d'âme, géobiologue, il est capable de se confronter à n'importe quel type d'entité, et il est aussi capable justement d'apprendre à son client à faire de même, parce que si c'est nécessaire pour son client ou sa cliente, et si ça fait partie de la mission de celui-ci ou de celle-ci, en fait, le thérapeute, l'énergéticien vraiment doit faciliter cette partie du travail à son client. Toujours pour ne pas garder le pouvoir, en fait. C'est très, 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 très important. Voilà, et puis aussi un autre point qui est super important, c'est de toujours rester humble par rapport à ces parties de nos métiers en tant que thérapeute, hein, par exemple, bah, pourquoi rester humble, en fait? Parce que, d'une certaine façon, en tout cas moi je le vois comme ça, c'est qu'on n'a pas réellement choisi de faire ça. En fait, on est fait pour faire ça ou pas, et en fait, si on accepte la mission, on est aidé pour le faire, et on n'est pas pour grand chose dans tout ça. Voilà, c'est bon, après c'est un point de vue, hein, mais les choix qu'on fait dans la vie, en fait, ils sont quand même très guidés par, en fait, par notre programmation de naissance, par ce que l'on a à faire évoluer en nous. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans mes prestations, je fais presque toujours, on va dire, participer mes clients à l'harmonisation. Par contre, je les fais pas participer à la partie occulte, parce que ce serait trop long en fait de le faire avec eux. Mais par contre, il y a toute une partie de l'harmonisation qui est faite avec eux, avec leur participation, et du coup, ça rend l'harmonisation beaucoup plus efficace, et les prises de conscience beaucoup plus rapides, en réalité. Alors, je vous donne d'autres exemples d'entités, d'autres façons en fait de les décrire. Donc on peut parler d'entités astrales. Astrale, ça veut juste dire qu'elles sont dans ce monde énergétique. C'est une autre façon de nommer l'astral. Base astrale, haute astrale, basse vibration, haute vibration. On peut parler d'esprit malin, on peut parler d'esprit frappeur, d'esprit joueur, d'âme perdue. On peut parler donc d'entités qui s'accrochent aux personnes. On peut parler d'esprit des ancêtres, et encore de tout un tas d'autres forces invisibles.
Alors, pourquoi elles se créent, ces entités? Pourquoi elles sont créées parfois par nous? Pour les raisons suivantes. Donc, parfois, ça va être, en fait, un défunt, quelqu'un qui est décédé, victime d'un accident, brutal et qui est absolument pas préparé à on pourrait dire aller vers la lumière, en tout cas aller vers son, bon plan, d'évolution. Il peut s'agir, de personnes qui, pour différentes raisons, en fait, hein, se sont jamais, ouvertes à d'autres choses que, la vie physique, la vie terrestre. Donc qui ont absolument jamais travaillé, la spiritualité, mais pas dans le sens, d'une pratique particulière, mais juste dans le sens, se développer, devenir la meilleure partie de soi-même. Ça peut être des défunts toujours qui ont été de leur vivant, beaucoup trop attachés au monde matériel. Ça peut être aussi des personnes qui ont des croyances, comme, le paradis, ou l'enfer par exemple, ou le jugement dernier ou ce genre de croyances et en ont peur, et du coup et ben, en fait, restent coincés, dans alors soit dans quelque chose qui peut comment dire? Ressembler pour eux dans leur vision, à l'enfer, soit, par exemple dans une boucle, sans fin et du coup c'est un peu une forme d'enfer, hein, de revivre, revivre, revivre toujours la même, la même situation. Ça peut être aussi, des âmes en fait, toujours pareil, des âmes de défunts, qui ont, finalement, pas eu le temps de finir une mission ou de, donner une information ou un message à quelqu'un et donc qui restent là, coincés entre 2, toujours entre 2 plans et parfois il y aura un message en fait, à prendre, bah, ça va être le rôle des médiums en fait, hein, de prendre ce type de message. Moi je le fais, pratiquement plus, maintenant, parce que je pense enfin, pour moi, ça apporte pas grand-chose de plus, mais ça c'est quand même, une demande que je vais systématiquement faire, heu, en m'adressant aux entités, savoir si elles ont un message à donner. D'autres raisons, en fait, de faire «naître» entre guillemets ces entités, et ben, en fait, ça peut être de notre faute, dans le sens où, on retient les âmes errantes ou les âmes en fait, par notre chagrin. C'est-à-dire qu'en n'acceptant pas le deuil et bien en fait on risque d'avoir créé entre guillemets, hein, c'est pas forcément le bon mot, mais en tout cas de maintenir en fait le défunt donc toujours entre 2 plans, entre 2 mondes. Donc on va parler maintenant des maisons. Donc les maisons plombées, en fait, c'est les maisons, dans lesquelles il y a une ou des entités, une âme, qui ne veut pas partir de l'endroit pour différentes raisons. Elle est coincée donc à nouveau entre 2 mondes, plus sur la terre, pas encore dans la lumière et donc elle peut avoir un message à transmettre, je l'ai déjà dit. Elle peut avoir été créée, hem par des rituels, magiques, sataniques, il y a très longtemps et dans des couches souterraines très profondes, hein. C'est pas forcément dans la maison, ça peut être, à 100 mètres sous terre et ça va impacter la maison néanmoins. Heu et puis, l'histoire aussi, qu'on va avoir de la maison, la connaissance qu'on va avoir de la maison va nous donner des indications en fait sur, le type d'entités qui peuvent être présentes. Il y a des maisons, ou des quartiers même, hein, à maladie, donc il va y avoir, ben, comme une sorte de en fait, d'entité de la maladie, on pourrait dire, hein, qui va être ici. Des maisons à divorce, des maisons à alcoolisme, des maisons à incendie, à suicide, enfin, vraiment tout ça, ça peut, créer, des formes d'entités. On sera plus sur des âmes errantes, mais on sera sur des choses très, très lourdes qui, sont proches, d'une entité, ou c'est une forme d'entité, en fait, une forme d'énergie qui est condensée à cet endroit-là.
Voilà, donc il y a vraiment comment on va dire, des possibilités, euh, des possibilités très nombreuses en fait de laisser s'installer des entités dans un endroit. En tout cas, on peut dire aussi que toute maison a une histoire et toute maison en fait a tendance à poursuivre une histoire en particulier. Parfois, ce sont des histoires heureuses, hein, heureusement. Mais en tout cas, penser que quand on rentre dans une maison, on va pouvoir y faire ce qu'on veut, c'est un peu un leurre. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on est guidé pour aller vers ce qui nous correspond. Et ce qui nous correspond n'est pas toujours ce que l'on veut. Euh, En tout cas, quand on a une maison plombée, c'est sûr que elle a un rôle en fait dans les événements futurs que l'on va vivre. Et elle va en fait soit nous ralentir si on ne s'en occupe pas assez vite en fait, soit au contraire nous faire prendre conscience de plein de choses et nous aider dans notre évolution. Euh, En tout cas, il va s'agir en fait de ressentir ce qui se passe et puis de composer avec ce qui est, mais bien sûr pas rester dans une maison plombée, hein, ça n'a pas de sens une fois qu'on le sait. Donc après, ouais, il y a comme des maléfices dans certaines maisons qu'on va lever en fait en associant finalement ces maléfices à des formes d'entités. Donc j'ai plein d'exemples à vous citer en fait hein, sur les entités parce que on va dire que je dirais que pratiquement dans un cas sur deux, dans une géobio sur deux que je fais, il y a des entités à peu près. Donc c'est vraiment très fréquent, mais je peux vous donner par exemple ouais, l'exemple en fait d'un appartement très 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 bel appartement parisien qui était en indivision en fait. Donc il y avait une indivision, il y avait enfin, bon, plusieurs personnes qui étaient on va dire victimes entre guillemets de cette indivision. Et il y avait des conflits, enfin, enfin, c'était très compliqué. Et il y a deux sœurs qui sont venues me voir donc pour qu'on travaille en fait sur ces problématiques-là. Et c'est vraiment quelque chose qui durait depuis longtemps et ça a été résolu en fait en quelques mois. Et bien sûr, il y a le travail que moi je fais sur les maisons, mais il y a aussi toute la conscience en fait que les personnes ont mis dans la prestation et surtout la façon dont elles se sont appropriées ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, l'observation de leurs pensées et la gestion en fait au quotidien vers le futur. Voilà. D'autres exemples de maisons en vente hein, qui sont pas vendues depuis 3 mois, 3 ans, 5 ans parfois, et puis qui, après une prestation en géobio, vont se vendre en 3 semaines. Pourquoi? Parce que ça dénoue en fait un tas de mémoires au-delà des entités. Hein, ça dénoue plein de choses en fait d'un point de vue familial, transgénérationnel. Voilà. Et puis maintenant, je vais vous parler en fait d'une autre façon d'envisager les entités. On peut associer les entités en fait au parasitage en tout genre. Alors qu'est-ce que j'entends par parasitage? En fait, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est tout ce qui va nous arriver et qui ne nous appartient pas, mais dont on a quelque chose à faire. En fait, c'est ça un parasitage. Donc l'ego, par exemple. Donc l'ego, hein, c'est une fonction de l'âme. C'est une fonction de l'âme en fait qui permet d'être en action, qui permet d'organiser, qui permet de planifier. Donc c'est un outil de notre âme. Il nous permet en fait l'ego de vivre les expériences dans la matière. Donc il a toute une partie qui est parfaite en fait. Mais il a aussi toute une partie qui peut être considérée comme une entité ou parasitante, en tout cas quelque chose de peu lumineux. C'est son côté qui veut absolument nous protéger, donc qui est dans la peur, qui veut absolument nous comparer, qui veut absolument nous juger ou nous auto-juger en fait, ou juger les autres, qui veut saboter l'autre ou s'auto-saboter, qui veut critiquer ou s'auto-critiquer encore une fois. Donc toute cette partie-là, en fait, on peut la considérer comme
une, voire des entités. Voilà, parce que en fait, cette partie de l'ego va nourrir en fait des entités qui sont sous forme d'égrégores, qui sont sous forme d'énergie près de nous, avec les autres, etc. Donc, c'est comme une entité en fait. Nos émotions non résolues, c'est pareil. Pourquoi? Parce qu'en fait, en nous, elles sont enfouies quelque part, mais en même temps, elles sont en résonance avec les émotions non résolues d'autres personnes. Et du coup, ça fait un peu des égrégores, en fait, des amas d'énergie qui vont, en fait, pratiquement ressembler à des entités. Ce qui pourrait être considéré aussi comme des entités, ce sont les différentes facettes de notre personnalité. Et donc, du coup, les facettes qui sont sombres, hein, parce qu'on ne va pas parler de tout ce qui est joyeux ou bienveillant. Mais par exemple, la partie de nous qui nous propose de beaucoup trop manger, voire qui nous fait aller jusqu'à avoir des troubles alimentaires, la partie de nous qui est facilement sous stress, anxieuse, qui rumine en boucle et tout ça, on pourrait voir ça comme autant de mini-entités en fait. Vous voyez, les voir comme des petits bonhommes qui se présentent et qui sont en fait comme des entités. Les phobies aussi, hein, des blocages, les addictions, tout ça en fait c'est comme des entités, c'est provoqué par des entités plus grandes en fait, qui vont venir en fait alimenter ce que nous-mêmes on auto-alimente. On pourrait tout associer à ce terme-là finalement. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois qu'on a détecté ces parasitages, donc je préfère parler de parasitage là pour tout ce que je viens de vous citer. Une fois qu'on a détecté ces parasitages, donc en fait on les a accueillis, hein, on revient à ce qu'on a vu tout à l'heure, on les a accueillis, on les a observés, on est d'accord pour s'en occuper, et ben en fait on peut entrer en dialogue avec, et puis du coup on peut faire passer tout ça. Alors, une chose après l'autre, et puis on fait pas tout d'un coup, mais vraiment, on peut faire ça. Les secrets de famille pourraient être aussi représentés par des entités, mais même pour aller plus loin, jusqu'à ce qu'on peut appeler nos programmations, astrologie chinoise, numérologie, etc. Eh bien, en fait, tout ça, ce sont des énergies qui, mises bout à bout, en fait, sont comme comme je décrivais tout à l'heure, en fait, des petites parties de nous qui vont alimenter qui on est, dans un sens ou dans l'autre, et que nous, on va devoir rééquilibrer. Voilà, de toute façon, il y a toujours des liens, donc, avec nos traumas, avec le transgénérationnel, avec les mémoires cellulaires, etc. Tout ça, c'est extrêmement lié. Les égrégores aussi, hein, j'imagine que vous avez entendu parler des égrégores, donc cette idée d'amas d'énergie de même qualité. Par exemple, des fois, je trouve des égrégores, souvent même, je dirais, un égrégore qu'on appelle le mentaliste. Donc, en fait, c'est un égrégore qui est nourri par l'énergie de toutes les personnes qui sont vraiment trop dans le mental, tout le temps dans le mental, etc. Bon, on les touche beaucoup hein, en Occident, mais voilà, c'est que quand nous-mêmes on a en fait une entité ou on va dire quelque chose qui nous fait vibrer bas, et ben en fait on va se connecter à l'énergie des personnes qui sont sous forme d'égrégore, qui ont cette même qualité d'énergie. Et du coup, à un moment donné, ça peut vraiment devenir super lourd, quoi. Donc, je vous ai cité le mentaliste, mais il y en a un autre qu'on appelle l'accidentaliste, et puis il y en a comme ça tout un tas. Voilà. Après, aussi, dans le sommeil, on peut aller se balader justement dans l'astral, et des fois même, on peut le ressentir au lever, se lever en fait avec des courbatures, avec des coups, des fois, enfin des coups, pas forcément des bleus, mais en tout cas des endroits douloureux, comme si on avait pris des coups, ou avec la racine des cheveux douloureuse à certains endroits, en fait, comme si on s'était fait tirer les cheveux, etc. Et ben ça peut être aussi des rencontres d'entités dans le sommeil et dans l'astral. Voilà, ça existe aussi. Et puis pareil, quand on se réveille le matin avec des pensées, on ne sait pas du tout d'où elles viennent, et ben en fait, ça peut être en tout cas une forme de parasitage.
tout cas, bon, il y a un truc qu'on veut pas dans nos vies, enfin je pense tous autant qu'on est, c'est des entités, du paravitage, des émotions basses dans nos vies, hein. C'est vraiment, voilà, enfin, je pense que si vous êtes là pour en savoir plus, c'est aussi parce que vous en voulez pas. Euh, alors, comment en fait les entités vont pouvoir euh, influencer en fait l'équilibre énergétique d'un espace? Eh bien, par exemple, les enfants vont les voir euh, quand ils font des cauchemars, quand ils font des terreurs nocturnes, quand ils disent qu'ils voient des choses, quand parfois ils ont ouais, des terreurs nocturnes, etc. Souvent, il y a des entités. Et ça, c'est assez drôle. Enfin, c'est pas si drôle, mais j'ai souvent eu des clients qui étaient dans ce cas de figure et qui, étant trop rationnels eux-mêmes, ont mis des années, des fois 2 ans, 3 ans, avant de finalement accepter de faire la prestation. Parce que c'était trop éloigné en fait de leur mode de pensée. Et puis une fois que ça a été fait, ils se sont dit waouh, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps, quoi. Voilà. Donc faut écouter les enfants parce que souvent ils ont une vision en fait, une perception qui est beaucoup plus développée que celle des adultes. Les animaux aussi, hein, vont nous donner des signes. Euh, ils vont avoir des peurs à des endroits, il y a des endroits où ils vont pas vouloir rentrer, aller, etc. Donc ça peut être aussi un signe. Et puis, les entités, elles peuvent se manifester en fait avec des problèmes d'électricité, de télé qui se met en marche toute seule, des pas, des grincements, vraiment une impression qu'il y a quelqu'un dans la maison alors qu'il y a absolument personne, des odeurs particulières, euh, des douleurs soudaines aussi dans notre corps. En fait, quand on rentre dans une pièce ou chez quelqu'un où il y a des charges comme ça fortes, et ben en fait, on peut avoir euh, des douleurs fortes, hein, dans la mâchoire, mais c'est un exemple, hein, sur les épaules, voilà. Dans un lieu qui est chargé aussi, on peut ne pas s'en rendre compte tout de suite, mais par exemple, si on sort d'une réunion de travail dans un endroit où on n'a pas l'habitude d'aller, eh ben, en fait, on peut ressortir avec cette impression d'être complètement ensommeillé, limite ensuqué ou super fatigué, sans aucune raison, en fait. Ben, ça c'est des manifestations, en fait, d'entités. Euh, j'ai un exemple de ma fille, en fait, qui était ado et qui, un jour, m'a dit que quand elle prenait son bain un après-midi et que la musique de la maison s'était mise en route très forte et toute seule. Et on en a reparlé, en fait, il y a quelques années maintenant. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que à l'époque, eh ben, moi, j'avais pas du tout cette ouverture-là. Par contre, je vivais dans une maison plombée, donc je sais bien ce que c'est, mais je le savais pas du tout. Donc, la vie, c'était dur, et puis c'est tout. Et, euh, et en fait, je n'avais absolument rien retenu de cette histoire. En fait, je n'avais pas voulu entendre ma fille, simplement, hein. Enfin voilà, je m'en rappelais pas et c'est elle qui, des années plus tard, m'en a reparlé. Mais tu te rappelles pas quand je t'avais dit que, etc. Donc voilà, c'était arrivé pour elle en tout cas, hein, parce que moi, j'avais rien vu. Je peux juste te dire que par contre, c'est une maison où je mettais beaucoup de choses en place et que mes efforts étaient peu couronnés de succès, on va dire. D'autres signes, en fait, qui pourraient euh, euh, indiquer qu'il y a des entités, c'est des angoisses, comment on va dire, inexplicables, avoir la gorge serrée, se sentir écrasé au niveau du plexus, des sensations de froid, des sensations de choc, enfin, en fait, des tas de choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Des fois, on va explorer la piste médicale, par exemple le rythme cardiaque qui change, qui ralentit très fort ou qui s'accélère beaucoup, ou des maux de tête, etc. On va explorer la piste médicale et puis il n'y aura rien.
mais ça peut être voilà, la présence d'entités, des troubles de la vision, cette sensation d'épaule écrasée, pas d'énergie. Ça, par contre, c'est vraiment des lieux où on a peu d'énergie, ou alors c'est une énergie qui est mal canalisée, c'est beaucoup de stress, beaucoup d'excitation, par exemple, des disputes aussi. Voilà, des difficultés à se concentrer, voilà. En tout cas, ce que je peux vous dire, donc je redis, hein, que c'est pas grave en soi et qu'à un moment donné, de toute façon, on saura, passer outre ça, mais qu'elles soient bienveillantes ou malveillantes, ces entités, parce que elles sont pas forcément méchantes, en fait, hein. Elles nous prennent toujours de l'énergie. Ça, c'est vraiment, vraiment important de le rappeler. Et si je donne l'exemple d'une maison que j'avais fait dans un village pas très loin de chez moi, c'était une maison du XVe siècle que des gens avaient restaurée pour en faire un gîte, et ces gens-là, s'étaient épuisés, à faire les travaux dans ce gîte parce qu'ils avaient, pareil, pas connaissance de ce phénomène-là. Donc quand moi, ils m'ont appelée, la maison, elle était plutôt ce que moi j'appelle au neutre, c'est-à-dire qu'il y avait plus d'entité vraiment, mais elle était pas du tout haute en vibration, donc pas du tout, aussi haute qu'eux. Et en fait, ils ont passé 15 ans à s'épuiser, moralement et physiquement, avec, des travaux très difficiles à mener et tout, alors qu'en faisant, une harmonisation de maison, sur un chantier comme ça, par exemple, vraiment les choses peuvent s'améliorer, mais c'est vraiment le jour et la nuit, en fait. Donc c'est dommage, en fait, de s'épuiser, voilà. Puis ce que je voulais dire aussi, c'est que, on peut être, évolué, éveillé et très conscient et avoir quand même des entités chez soi. Donc ça, je vous le dis parce que, parce que je le rencontre souvent, et encore une fois, c'est pas grave, c'est juste, une proposition pour passer un palier, mais en tout cas, c'est pas intéressant de rester avec ce type d'énergie. Donc ces entités, ne sont négatives que parce qu'elles ont besoin de notre énergie, pour exister. «Exister» entre guillemets, hein. Mais en fait, leur seule exigence, la plupart dans la majorité des cas, en fait, c'est vraiment de quitter cet entre-deux-mondes, entre la Terre et leur plan d'évolution, on peut dire. Globalement, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'aime bien, sauf sur la partie occulte, hein, je le fais pas, mais en fait, travailler, avec mes clients, donc sur une partie de l'harmonisation, parce que j'amène des clés en fait, et qu'il y a plus de prise de conscience. Mais il faut savoir aussi que, il m'arrive de faire des géobiologies, pour quelqu'un, qui a pas cette ouverture, qui aurait pas cette envie que vous avez vous, aujourd'hui, d'en savoir plus sur ce sujet-là. Et malgré ça, on peut quand même avoir, des résultats qui sont, fascinants, ouais, je dirais, ouais, fascinants, époustouflants, je dirais, en fait. Mais voilà, avec la conscience, c'est encore plus, puissant. Mais je vous dis ça parce que j'ai fait, heu, à l'été, en fait, en début d'été, la maison d'une dame, donc sans la faire participer, en essayant de lui expliquer quelques trucs, mais en fait, elle était, pas très réceptive. Et c'est une dame qui était en fait, très mal depuis 5 ans, le décès de son mari, donc dépression, des troubles alimentaires, des troubles d'achat compulsif, et puis donc pas forcément une dame très, très gentille, hein, mais qui avait pas forcément en fait cette, conscience des énergies. Et elle m'a rappelé en fait pour me donner des nouvelles, et en fait elle me dit: «Olivia, je sais pas si c'est psychologique, mais» ouais, elle avait des problèmes de sommeil aussi, mais elle me dit: «Mais franchement, je dors beaucoup mieux, je suis beaucoup moins, dans la rumination, mentale en fait. Mes enfants quand ils viennent à la maison, ils ont envie de rester», ce qui n'était pas le cas, auparavant. Et en plus, je me sens plus du tout déprimée, et j'ai même arrêté, pour le moment à 50%, la prise d'antidépresseurs.
sans que ça lui provoque aucune gêne et aucun trouble. Donc, elle avait du mal à reconnaître, en fait, hein, parce qu'elle me disait au début, je ne sais pas si c'est psychologique, mais voilà, le résultat est là. Donc, je ne fais pas beaucoup ce genre de prestations où je fais tout pour la personne, mais ça peut néanmoins m'arriver. Voilà, donc histoire de chantier, histoire de maison pas vendue, histoire de sourire qui revient dans la maison, de paix dans les relations, parce que quand on travaille en géobiologie, on travaille beaucoup sur les aspects relations et santé. Donc des histoires, j'en ai des dizaines. En tout cas, parfois les résultats, ils sont hyper rapides. D'autres fois, c'est un peu plus lent, mais pour moi, il y en a toujours. Il y a toujours des résultats. Ah oui, je voulais vous raconter aussi une histoire à propos d'identité et de parasitage. Ça m'est arrivé une fois, donc on va dire, d'attraper une entité, je vais le dire comme ça, et je vais vous expliquer en fait comment ça m'est arrivé. Donc c'était au début de mon activité. Euh, je faisais déjà en fait de la géobiologie, je faisais déjà du passage d'entité, mais j'étais en train de développer, j'avais pas, bien sûr pas la conscience que j'ai aujourd'hui, et j'étais surtout en train de développer en fait des capacités de magnétisme, de guérison, etc. Et donc je commençais à faire des soins divers et variés, mais en même temps, j'étais pas formée pour ça, et donc du coup j'avais une forme de doute ou un sentiment d'imposture ou d'illégitimité. Illégitimité. Eh bien, en faisant un soin sur un cas, en plus, une personne qui était très mal, en fait, j'ai attrapé une entité. Voilà. Et donc, ça s'est traduit chez moi par une fatigue énorme, un super mal de dos, etc., etc. Et j'ai été voir une énergéticienne. Je ne savais pas mettre de mots dessus, hein, en fait, à l'époque. Et donc, c'est elle qui m'a expliqué ce qui était en train de se passer. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'était le côté de moi qui doutait, qui se sentait imposteur et qui avait peur de pas bien faire, qui avait laissé, en fait, euh, comme ouvrir une faille dans mon aura et pénétrer une forme d'entité. Voilà. Donc c'est pour vous dire, en fait, ça peut aller jusque-là. Bon, maintenant, hein, j'ai plus le même niveau de conscience et ça m'arrivera pas. Enfin, faut jamais dire. Faut rester humble, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Mais voilà comment ça peut se manifester, en fait. Voilà, en tout cas, la vie des personnes dont la maison est plombée, elle est ni douce, ni fluide. Je ne vais pas vous partager des exemples de purification de maison, d'abord parce que c'est pas suffisant, et puis parce que en fait, j'avais pas prévu de le faire, mais passer la maison au gros sel avec la sauge, etc., c'est très loin d'être suffisant en fait. La technique qui serait la meilleure, ce serait de garder une vibration haute en permanence, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais bon, dans le monde dans lequel on vit, en fait, c'est pas si facile que ça. En tout cas, retenez que c'est toujours une proposition d'évolution. Alors, je voulais vous parler un peu plus d'entités en feng shui, mais je vais le faire très rapidement, puis de toute façon, on sera amené à en reparler. C'est un sujet, en fait, dont on ne parle pas en feng shui, en tout cas comme on l'apprend, le feng shui occidental. Sauf si on a été formé par quelqu'un qui a cette sensibilité, mais globalement, dans les livres de feng shui et tout ça, c'est vraiment des sujets qu'on aborde pas, mais moi je peux vous dire, pour avoir rencontré plusieurs maîtres feng shui chinois, malaisiens, canadiens, que eux en parlent. C'est vraiment nous en Occident qui avons écarté ce sujet du feng shui parce que on n'avait pas l'ouverture en fait, ou on n'avait plus l'ouverture parce qu'on l'a eu, hein, il y a des centaines d'années, mais on n'avait plus l'ouverture en fait pour ce monde invisible finalement. Donc, en feng shui, en fait, on a beaucoup de déités, beaucoup d'entités, etc. Je ne vais pas toutes les citer parce qu'en fait, il y en a des dizaines et des dizaines. Et puis finalement, elles ne sont pas si intéressantes que ça parce qu'elles ne correspondent pas à notre culture. Donc, du coup, ce n'est pas la peine d'aller, comment dire,
d'aller explorer ces choses-là. Voilà, ce que je peux vous dire, moi, c'est que dans un stage de sélection de dates avec une maître chinoise, une dame de Hong Kong, en fait, elle m'avait donné un protocole pour, enfin, elle nous avait, parce que j'étais pas toute seule, elle nous avait donné un protocole pour quand on emménage. Et donc, il fallait allumer des bougies, faire cuire du riz, mettre tout ça sur un plateau avec de l'huile, du sel, de la sauce soja, du vinaigre, du thé. Et puis, ouvrir toutes les fenêtres, les portes. Enfin bon, je vous passe tous les détails, mais en fait, il y avait tout un rituel comme ça où en fait, on donnait, on présentait en fait du poulet grillé, des gâteaux, etc., sur un plateau, à chaque coin de la maison, et c'était supposé, en fait, nourrir les entités. Voilà, donc moi, je ne pense pas que ce soit de bonnes pratiques, je pense qu'on n'a pas besoin de ça, mais c'est pour vous dire, en fait, euh, voilà, tout ce qu'on peut trouver en feng shui. Je vous dis juste ces petits bonhommes là, ces petites déités quoi, que j'ai trouvées sur AliExpress. Enfin, je les ai pas achetés, hein. Je n'utilise pas du tout ces objets-là, mais en cherchant pour illustrer la conférence, je les ai trouvés. Donc, je les connaissais pas, mais il paraît qu'ils sont utilisés en feng shui. Moi, on m'a jamais appris ça. Donc, ils s'appellent les dieux Fu, Lu et Chu. Leur vrai nom, c'est Fouk, Louk et Saou, je sais pas comment on dit. Et donc, ils sont supposés représenter le bonheur, la prospérité et la longévité. Voilà. Bon, après, il y a des dieux pour tout. Il y a même un dieu des voleurs. Enfin, il y en a une liste impressionnante et je pense que bon, j'ai pas tout vu, hein. Il y a une déesse de la terre. Enfin bon, voilà. Il y a j'ai lu aussi, donc ça je ne le savais pas, moi je croyais qu'on peignait en Chine les portes en rouge parfois pour la prospérité. Ben, en fait, j'ai appris que c'est une couleur qui serait censée éloigner les esprits malveillants et attirer la bonne fortune. Donc voilà, en France, enfin en Occident, on a enlevé la partie pour éloigner les esprits malveillants. Un exemple hein, par rapport au feng shui. Voilà. Et puis à partir de là, ce qui va être beaucoup plus intéressant en fait à explorer, c'est ben, justement de voir les étoiles volantes. Donc c'est un sujet que je développerai plus tard, mais de voir les étoiles volantes comme des entités et de capter en fait les bonnes énergies de ces entités pour les ramener à nous. Mais bon, ça, je vous en parlerai de façon plus précise plus tard, mais c'est pareil, hein, c'est un maître feng shui qui m'a appris ça en fait. Les étoiles volantes, elles ont des caractéristiques intrinsèques, c'est-à-dire en fait qui sont là tout le temps. Après, en fonction du temporel, en fait, elles vont déployer plus ou moins des énergies plus ou moins bonnes. Mais en réalité, les énergies, euh, les bonnes énergies, en fait, le bon côté de la bonne face de la pièce, elle est disponible tout le temps. Et on peut toujours solliciter les étoiles volantes pour cette partie-là. Donc, c'est quelque chose que je développerai une autre fois, parce que là, ça commence à être un petit peu long. Les 4 animaux célestes aussi en feng shui. Tortue noire, dragon vert, tigre blanc et phénix rouge. Pareil, ce sont des entités. Pourquoi ce sont des entités? Parce qu'il y a tellement de gens qui ont travaillé avec ça au fil des années, des décennies, des siècles, qu'il y a tout un égrégore en fait qui est correspondant aux énergies de la tortue noire, aux énergies du dragon vert, etc. Et donc du coup, eh bien là, ce sont de bonnes entités auxquelles on peut faire appel. Voilà, donc il y a aussi tout ce côté bon hein, qu'il ne faut pas oublier surtout. En conclusion, bah, je vous dirais qu'en fait, le feng shui, la géobiologie et la question des entités, donc c'est plutôt fascinant parce que c'est un endroit en fait où la spiritualité et l'environnement finalement se rencontrent. Mais ce qui va être nécessaire, c'est toujours de développer notre conscience pour mieux comprendre en fait ces influences et créer des espaces qui sont propices à notre bien-être physique et spirituel.
Donc, il faut bien sûr tenir compte de cet aspect des entités, mais ne pas oublier de tenir compte aussi de l'aspect positif des entités. Et il va être important de respecter tout ça, de respecter ces phénomènes, donc de bien comprendre de quoi il s'agit, de garder une attitude toujours ouverte, toujours respectueuse, et de travailler, je ne le dirai jamais assez, au bon niveau. Voilà, donc ce que je peux vous dire, si vous voulez vraiment des résultats concrets en Feng Shui, si vous êtes intéressé au Feng Shui, mais qu'aujourd'hui les choses ne bougent pas suffisamment pour vous, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à faire évaluer votre maison, et vraiment vous verrez les choses changer, et vous allez éviter aussi bien des écueils en faisant harmoniser la maison si elle n'est pas suffisamment haute. Et puis j'ai pas mangé en plus encore. Donc je vais y aller. Voilà. Mais en tout cas, vous pouvez vraiment, avec le Feng Shui, avoir des résultats concrets. Voilà. Voilà. Bonne soirée tout le monde, et merci d'être resté jusqu'au bout, et je vous souhaite le meilleur sur votre voie du milieu. À bientôt.